Donc ça nous amène ensuite à une autre problématique, qui est la problématique d'accès à la mémoire. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des processeurs qui sont capables d'exécuter plusieurs instructions en même temps, et de sortir une instruction par cycle, mais faut-il encore qu'ils soient capables d'accéder à la mémoire à la bonne vitesse. En tout cas, quand ils ont besoin de données, qu'ils soient capables de les avoir. Alors pour se donner une petite idée, une DDR4 à 3200, ce qui est un peu le standard aujourd'hui, ça sort à peu près en débit du 25 gigabits par seconde. 25 gigabytes par seconde. Et de l'autre côté, un processeur, si on prend un processeur moderne, enfin récent, ça peut faire 32 corps à 64 threads, voilà, grosso modo, qui tourne à 3,2 GHz aussi. Voilà. Et donc, en gros, ça va consommer 204 gigabits par seconde. Donc, vous voyez bien qu'on a un facteur important entre la capacité de la mémoire à envoyer des données et la capacité du processeur à consommer cette donnée. Et grosso modo, on a un ratio de 8 entre les deux ici. Donc, si on n'avait pas de solution, on pourrait dire que globalement, notre processeur, il a beau avoir 32 cœurs à 3,2 GHz, comme en fait, il est capable de processer que 25 gigabits par seconde, et bien, globalement, il ne serait pas capable d'exécuter plus de 25 gigas instructions par seconde, quoi, à peu de choses près. Donc, il serait ralenti par sa capacité à aller chercher les instructions qui permettent d'alimenter ces différents cœurs. Il faut bien le voir un peu comme ça. Hein. En gros, le processeur, il est capable d'aller chercher 204 milliards d'instructions par seconde, sauf que la mémoire, elle peut lui en fournir que 25 milliards. Donc ça limite forcément sa capacité. Du coup, la solution qui est en place, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des caches. Donc du coup, des mémoires qui sont rapides et des mémoires qui sont répliquées à plusieurs endroits. Donc, dans une architecture multicœur, on voit par exemple que sur nos cœurs qui sont donc la partie en grise, donc qui est représentée, chaque cœur, vous voyez qu'elle fait de l'hyperthreading. Donc chaque cœur en fait est composé de 2 cœurs hyperthreadés, voilà, deux unités d'exécution. Et vous voyez que en face de ces cœurs, on a 2 caches. Donc on a un cache I qui est un cache d'instruction, et en dessous on a un cache de données, cache D, qui va contenir l'information. Donc en gros, l'idée, c'est que quand un des cœurs, un des hyperthreads aura besoin d'aller chercher une instruction, il ne va pas le demander à la mémoire principale, qui elle est complètement saturée. Il va aller le chercher dans son cache, et vous voyez en même temps que du coup, s'il y a plusieurs cœurs, chacun ayant son cache, il ne va pas y avoir de conflit des uns entre les autres. Donc ça va être plutôt très efficace à condition que la donnée qu'on cherche soit dans le cache. Si la donnée n'est pas dans le cache, dans ce cas-là, il faudra que le cache de niveau 1, il appelle un cache de niveau 2. Donc le cache de niveau 2, il est un peu plus gros, voilà, il contient un peu plus de données, il est aussi un petit peu moins rapide, mais du coup, il va regarder si lui, il n'aurait pas des informations dont le cache de niveau 1 a besoin. Et si le cache de niveau 2 n'a pas non plus cette information, il va le demander au cache de niveau 3. Et là, vous voyez que le cache de niveau 3, c'est un cache qui est partagé entre les cœurs. Ce qui est intéressant parce qu'un process, quand il est exécuté par le système d'exploitation, il n'a pas forcément une affinité avec un cœur, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un cœur à un autre en fonction de ce qu'a besoin de répartir le système d'exploitation. Et donc, en passant d'un cœur à un autre, finalement, il va falloir aller remettre dans le cache de niveau 1 et le cache de niveau 2 les informations qui sont utilisées par ce cœur qui vient de se faire allouer un processus qu'il n'avait pas vu encore jusque-là. Et donc le cache de niveau 3, lui, comme il est commun, il y a de grandes chances qu'il ait ces informations-là, puisqu'elles étaient avant sur le corps 0, maintenant elles passent sur le corps 1. Et donc il va pouvoir les distribuer très rapidement au cache de niveau 2 du corps 1, qui lui-même ensuite va le remettre dans le cache L1 d'instruction si c'est le programme. Voilà. Et ce cache L3, c'est lui qui va être en charge d'aller dialoguer avec la mémoire principale pour aller récupérer les informations. Alors l'idée de tous ces caches, c'est qu'en fait, ils essayent de travailler en tâche de fond. C'est-à-dire que quand le corps 0 commence à accéder à son cache L1 d'instruction et qu'il arrive, on va dire, vers la fin d'un bloc, il y a des chances, comme les instructions sont souvent en séquence, il y a des chances qu'on ait besoin d'accéder au bloc suivant. Donc le cache L1, il voit ça, il dit tiens, je demande au cache L2 d'aller me chercher un peu du bloc suivant. Donc le cache L2, lui, comme il a plus de place, il dit tiens, le cache L1, il a besoin de 16 octets, il me demande 16 octets à partir de cette adresse, moi je vais aller en chercher 32. Donc il prend les 16 premières et les renvoie à L1, puis pendant ce temps, il va chercher les 16 suivantes. Et le cache L3, il fait ça de la même façon. Voilà, donc en fait, chacun va chercher un peu plus de données, de façon à ce que les données soient prêtes au moment où on a besoin.
Et l'objectif d'un cache, c'est assez logique, c'est de se dire que souvent on réutilise les mêmes données, on réutilise les mêmes instructions, et donc par conséquent, il y a de grandes chances en fait que la prochaine donnée qu'on aille chercher, eh ben, ce soit une qu'on ait déjà utilisée il n'y a pas très longtemps, et donc par conséquent, on va la mettre en mémoire assez près de façon à pouvoir la réutiliser. Voilà, donc c'est ces idées-là qui sont mises en place, et ça c'est très très efficace parce que c'est ces caches-là qui permettent d'éviter les problèmes de disparité entre la vitesse de la mémoire et la vitesse du processeur, et donc de permettre au processeur de délivrer toute la puissance qui doit être nécessaire. Voilà. Alors, quand on conçoit un programme, la taille des caches peut être quelque chose d'intéressant à connaître, voilà, parce que en fait, c'est une structure de données qu'on parcourt de façon très récurrente, tient dans le cache, le parcours de cette structure-là, ou le traitement de cette structure-là, va pouvoir se faire de façon très rapide, c'est-à-dire à la vitesse du processeur, avec la maximum de sa capacité, c'est-à-dire ces 3 Go 2 dont on parlait, fois potentiellement 2 parce qu'il est en superscalaire. Si maintenant ma structure de données elle tient pas dans le cache et que je passe mon temps à accéder à des parties différentes qui sont assez éloignées, dans ce cas-là, je vais passer mon temps à faire des échecs cache. Et donc du coup, mes instructions, elles vont pas à chaque instruction, en fait, il faudra aller chercher une donnée dans le cache de niveau 2 ou de niveau 3, voire dans la mémoire si c'est vraiment très gros. Et en faisant ça, et bien du coup, je vais perdre du temps en fait à ne pas pouvoir exécuter correctement mon code, et donc on va avoir des temps d'attente en fait dans le processeur, le temps que la donnée redescende dans le cache de niveau 1. Donc typiquement, on va dire si on a, je sais pas, on a un cache, enfin une taille de cache au niveau L1, je prends un truc simple par exemple qui fait 256 octets pour stocker un bloc de données. Si la donnée que je manipule, en fait, moi je manipule toujours les 2 premiers octets d'une structure, mais cette structure elle est très grosse en fait, elle fait 128 octets, et ben ça veut dire que j'aurai que 2 éléments qui vont tenir dans mon cache. Donc quand je vais accéder à l'élément 0, très bien, l'élément 1, ça va être super rapide. Quand je vais accéder à l'élément 3, il ne sera pas dans le cache, donc il faudra que j'aille faire une lecture. Alors, si après j'accède au 1, puis au 5, puis au 4, puis au 2, puis au 6, et ainsi de suite, je vais vraiment passer mon temps à faire des échecs cache. Maintenant, si je prends le même principe, mais je sais qu'en fait, comme j'accède toujours aux premiers éléments, et puis le reste, c'est de l'information que j'utilise pas tout le temps, en fait, j'ai peut-être intérêt à faire plusieurs tableaux avec plusieurs structures. Une petite structure, qui est celle que j'utilise tout le temps, et puis un pointeur qui pointe vers un autre tableau qui, lui, contient une information plus importante, mais que je manipule peu. Dans ce cas-là, en fait, dans mes 256 octets dont j'ai parlé tout à l'heure, au lieu d'avoir que 2 éléments, je pourrais peut-être avoir l'intégralité de mon tableau. Donc peut-être, je sais pas, 64 éléments, par exemple, parce que mon truc est, voilà, passe. Et donc, du coup, quand je vais me promener à l'intérieur de ces éléments-là, je vais toujours être à l'intérieur du cache, et donc, je vais être particulièrement efficace. Imaginons qu'on fasse une recherche, par exemple, dans des données, et là, je pourrais rechercher très rapidement à l'intérieur de ce petit tableau, et quand j'ai trouvé ce qui m'intéresse, hop, j'utilise mon pointeur qui m'emmène vers la plus grosse structure qui, elle, tient pas dans le cache. Voilà. Donc, vous voyez que, en fait, ces éléments d'architecture, c'est des éléments que vous pouvez complètement ignorer quand vous développez, d'une certaine façon, parce que tout ça, c'est fait en automatique. Mais si vous les connaissez, que vous les prenez en compte dans votre développement, vous pouvez faire des programmes qui sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Voilà. Et donc, ça va changer pas mal de choses. Si vous faites du jeu vidéo, concrètement, ça va être des frames par seconde supplémentaires que vous aurez. Ou si vous faites de l'informatique de gestion, ça peut être une accélération sur certains processus. Alors, après, c'est plutôt en informatique scientifique ou en jeu vidéo qu'on va vraiment trouver un intérêt à considérer tout ça, parce qu'on cherche de la performance. Mais à la fin, toute cette performance a quand même une utilité globale dans le temps d'exécution et le confort de l'utilisateur. Voilà. Donc c'est à savoir. Mais bien sûr, en plus, ces optimisations varient en fonction de l'évolution des processeurs et des processeurs sur lesquels on est. Donc après les caches, on arrive aux multiprocesseurs. Donc on en a un petit peu parlé quand on faisait les caches précédemment. Donc un multiprocesseur, en fait, c'est un processeur qui va avoir plusieurs cœurs, donc plusieurs processeurs qui vont être sur un même substrat de silicium et qui vont donc partager un certain nombre d'éléments ensemble. Entre autres, par exemple, on va avoir le cache qui va être partagé entre les différents cœurs pour permettre d'accéder très rapidement à la mémoire. On va avoir le contrôleur mémoire, mais on en parlera un tout petit peu après, là, qui permet d'accéder à l'extérieur et de gérer de la mémoire virtuelle. Et puis on va avoir des composants d'entrée-sortie qui sont partagés. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même intéressant parce que si vous regardez la surface, il y a quand même une certaine surface qui est mutualisée. Donc ça, c'est
C'est plutôt pas mal. Et puis finalement, la taille des cœurs est pas très importante. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'avoir réduit la taille des transistors, un cœur de processeur est devenu quelque chose d'assez petit par rapport à tout ce qu'on va mettre autour. Alors, ce qu'il faut comprendre de l'intérêt de faire du multicœur, c'est que si alors, un processeur en tant que composant électronique, ça s'appelle un socket. Voilà. Et donc précédemment, en fait, on avait des serveurs, enfin précédemment, il y a 20 ans, on avait des serveurs multicœurs, multi-socket en réalité, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre plusieurs composants électroniques qui étaient des processeurs sur une même carte mère, et chaque composant électronique contenait un seul processeur, voire un processeur à l'hyperthreading. Voilà. Donc ça aurait été une façon d'augmenter le nombre de processeurs. Mais en fait, vous avez peut-être déjà vu un processeur, à quoi ça ressemble. C'est quand même un gros composant, même si ce que vous voyez à l'écran là qui est dessiné, en fait, ça représente à peu près 1 centimètre carré, même moins, hein. Souvent c'est un demi centimètre carré ou un quart de centimètre carré, grosso modo, la taille que ça peut faire. Mais le composant, lui, est assez gros. Un processeur, ça peut faire à peu près 5 centimètres par 5 centimètres, hein, entre 4 et 5. Pourquoi? Parce que dessous, on a plein de pattes sur un processeur. Entre autres, faut le connecter à la mémoire, donc il y a 64 bits de data, 64 bits d'adresse, donc c'est déjà 128 pattes à mettre dessus, plus les alimentations, plus ci, plus ça. Donc c'est un gros composant avec beaucoup de pattes. Et en fait, les pattes font que ça prend de la place. Donc sur une carte mère, si on voulait mettre 16 processeurs modernes d'aujourd'hui, en fait, on n'aurait juste pas la place parce que il n'y a pas assez de place, les sockets sont trop gros. Voilà. Donc une façon beaucoup plus efficace de résoudre ce problème, alors outre l'aspect espace sur la taille, bien sûr, le fait d'avoir les cœurs ensemble à l'intérieur du même die, donc du même processeur, c'est aussi beaucoup plus efficace en termes de communication, hein, rapidité, partage du cache, ainsi de suite. Donc pour arriver à résoudre ces problèmes d'efficacité dans la communication et le problème du nombre, de l'espace en fait que prendraient tous ces processeurs, et comme il y avait de la place dans les processeurs, on a mis plusieurs cœurs. Et donc si pendant des années, pendant tout le début, les 20 premières années où j'ai pu faire de l'informatique, grosso modo tous les ans c'était la fréquence du processeur qui doublait. Depuis plus d'une dizaine d'années, la fréquence des processeurs elle est à peu près stable entre 2 et 4 GHz, grosso modo. Mais par contre, ce qui double à peu près tous les 18 mois, c'est le nombre de cœurs qu'on va mettre à l'intérieur du processeur. Donc aujourd'hui, on arrive à mettre 32 cœurs, voire 64 dans un simple processeur. Et comme sur une carte mère de serveur, on arrive à mettre on va dire à peu près 4 sockets, des fois un peu plus, mais en grosso modo en 8 sockets dans un serveur, et on arrive à avoir du 32 x 4, donc 128 cœurs dans une même serveur, à 256 cœurs dans un même serveur. Voilà. Donc 256 cœurs, 512 threads dans un serveur, ça permet de faire beaucoup de traitements en parallèle. Voilà. Et donc, quelque part, le nombre d'instructions qu'on va sortir par cycle, donc là, c'est plus un programme qui sort des instructions à chaque cycle, là, c'est plusieurs programmes qui s'exécutent en parallèle sur plusieurs cœurs, ou alors plusieurs threads d'un même programme qui s'exécutent en parallèle sur plusieurs cœurs. Vous voyez, on peut arriver à sortir quelque chose comme 64, 128 instructions par cycle, globalement, donc ce qui fait que pour la même surface de traitement, on va dire, on a augmenté encore largement la performance du système en utilisant plusieurs cœurs dans un même système. Alors ce processeur, il faut l'aider, là vous avez une photo d'un processeur et vous voyez qu'en fait chaque petite pastille dorée que vous voyez dessous là, c'est une patte en fait du processeur. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de pattes. Le cœur du processeur, il est au milieu, mais il n'est même pas sur la partie que vous voyez au milieu, c'est un peu plus petit même que la partie que vous voyez au milieu. Voilà. Et ce que vous voyez au milieu, c'est des petites capacités, les capacités qui vont permettre de faire du découplage, c'est-à-dire d'amener correctement l'énergie dans le cœur du processeur. Voilà. Donc ce processeur, on va essayer de l'aider avec des coprocesseurs. Alors, ce qui est intéressant dans le système des coprocesseurs, c'est qu'on n'est pas obligé pour chaque corps d'avoir un coprocesseur. Dans certains cas, c'est le cas, mais dans d'autres, ça ne l'est pas. On peut les mutualiser. Et comme un coprocesseur, c'est quelque chose qui est utilisé régulièrement, mais pas tout le temps, en fait, ça se passe plutôt pas mal. Et donc ça permet finalement de limiter le nombre de transistors nécessaires.
et donc d'avoir plus de place en fonction des besoins. Alors ces coprocesseurs, ils peuvent servir à pas mal de choses. Il y a des coprocesseurs, ils sont intégrés, hein, ceux-là, même si historiquement, par exemple, un coprocesseur mathématique, dans les 80-86, bah, il y avait un processeur qui s'appelait le 8087 et qui était le coprocesseur mathématique. C'est-à-dire, si on voulait faire des multiplications et des divisions, eh bien, on les faisait pas à l'intérieur du processeur, qui n'avait pas la logique, l'électronique pour, mais on les faisait dans un petit composant à côté. On lui envoyait une commande pour lui dire il faut que tu fasses une division par flottante de ce nombre avec ce nombre. Et ensuite, c'est ce coprocesseur qui faisait ça en arrière-plan. Ça pouvait prendre plusieurs cycles. Et quand il avait fini, renvoyer la réponse au processeur. Voilà. Un peu comme on a vu pour notre timer, hein, finalement. Sauf qu'au lieu de demander un temps et d'être réveillé après, eh ben, on demande un calcul en virgule flottante. Donc ça, maintenant, bah, c'est intégré dans les processeurs, hein, c'est un peu la base. Mais il y a d'autres fonctionnalités qu'on a intégrées au fur et à mesure dans des coprocesseurs qui sont dans le processeur principal, comme par exemple les calculs 3D. Donc pour faire des rotations, des translations, ce genre de choses, d'accord. Après, il y a encore des coprocesseurs qui sont qui sont les GPU, qui sont dans les cartes graphiques et qui eux vont faire vraiment de l'affichage. On va dire pour des opérations 3D de base du type rotation d'un point dans l'espace, eh ben, il y a des accélérateurs qui sont dans les coprocesseurs qui font partie de votre processeur. Et donc ça, après, les compilos savent le gérer et l'optimiser. Voilà. Après, il y a d'autres choses. Il y a, par exemple, tout ce qui est chiffrement. Il y a des accélérateurs pour faire de l'AES, pour faire du RSA, pour faire ce genre de choses, de façon à ce que ces opérations mathématiques qui sont un peu compliquées puissent se faire de façon plus rapide. Il y a aussi tout ce qui est décompression vidéo qui est intégré. Donc ça évite que quand vous avez un flux MPEG, JPEG, MJPEG ou autre, donc quand vous regardez Netflix en gros, hein, pour faire simple, pour éviter que votre processeur il fasse tous les calculs nécessaires à la décompression, en fait il va passer ce flux un peu retravaillé à un coprocesseur qui gère ce type de compression et qui donc va permettre de le faire plus rapidement, plus efficacement, en chauffant moins que si c'était du code. Alors c'est quoi un coprocesseur, hein? C'est de l'électronique qui finalement hardcode un petit bout de programme que le processeur pourrait exécuter lui-même, mais qui lui prendrait pas mal de temps et d'énergie parce qu'il n'est pas fait pour. Et ce petit bout d'électronique, il va faire l'opération de façon beaucoup plus rapide avec des structures qui sont faites pour ça. Voilà. Donc il va faire en une instruction l'équivalent d'une 50aine d'instructions ou plus sur un processeur. Maintenant, on voit des choses qui arrivent sur l'intelligence artificielle aussi pour exécuter les réseaux de neurones de façon très efficace, par exemple. Voilà. Et puis, quand il y a besoin, on ajoute des choses. On a aussi la partie virtualisation qui est intégrée. Donc,